Tot gracias a Jean Gabriel. Voy a pasar a hablar en castellano, porque Jean Gabriel así me puede entender. Pues, porque habla francés, pero entiende muy bien el castellano. Entonces decía que, bueno, que para nosotros c'est important, gracias por aceptar la invitación de la producción de Une Jeunesse Allemande, que es una película que desde que la vimos quisimos traerla aquí a Obli, pero que por diversas circunstancias pues no pudo ser. Afortunadamente la proyectaron en la alternativa también, pero que nos gustaba que pudiera venir Jean Gabriel a hablar con nosotros. Y bueno, creo que es una película que encaja perfectamente con la temática de los archivos, por la temática, y también por el hecho de ser una película montada con imágenes de archivo, y también por ser por utilizar los media y por dar una cierta distancia, una perspectiva para hablar de unos hechos que nos pueden evocar o nos pueden ayudar a reflexionar sobre el momento actual, ¿no? Y bueno, pues je crois que le mieux c'est que tu nous donnes une petite introduction pour regarder le film et après. Bonjour, merci d'être là. Je ne suis pas très fort pour les introductions. Digo que no es muy bueno para las introducciones. C'est un film que j'ai fait il y a 2 ans, qui m'a pris 10 ans de travail. Et je suis toujours très heureux de continuer à montrer. Bueno, sé que le ha llevado 10 años de trabajo esta película, que ya veréis, y que está siempre contento y orgulloso de poderla presentar, que ya hace 2 años que la acabo. Et on prendra le temps d'en discuter quand vous l'aurez vu, parce que moi je le connais par cœur, mais vous ne l'avez pas encore vu, donc ça sera plus équitable pour en discuter après. Y cuando la veáis, pues entonces podremos hablar. Ok, pues o va como así. Bueno, pues os vamos a dejar con Jean Gabriel y aussi con Vicente, que hará una traducción consecutiva para ir hablando. Pues, on peut commencer, je sais pas, peut-être par comment cette idée, peut-être parce que tu as déjà travaillé dans tes films la question de la violence. Bueno, je dis ça simplement como point de partida. Me pregunto si quizás cómo le vino la idea, quizás a través del tema de la violencia, porque ya lo ha tratado en otras de sus películas, ¿no? Solo para empezar. En fait, je me rappelle, j'avais fait toute une série de courts-métrages d'archives autour des violences de la Seconde Guerre mondiale. Había hecho toda una serie de cortometrajes de archivos sobre la Segunda Guerra Mundial. Et à un moment, j'ai senti qu'il y avait une lacune dans mes réflexions, en tout cas que j'étais arrivé au bout d'un cycle. Que había un momento se dado cuenta que había una laguna en su reflexión y que había llegado como al final de un ciclo. Parce que, en fait, je n'interrogeais toujours la violence que d'un même point de vue, qui était déjà je m'intéressais qu'aux victimes et pas aux perpétrateurs de la violence. Que un poco partía siempre de la misma posición y que se interesaba sobre todo a las víctimas de la violencia y no a los perpetradores. Et je n'interrogeais aussi que des violences contre lesquelles il était facile de trouver sa place et d'avoir une position presque morale. Y que tomaba fácil de alguna manera tomar posición, que era una posición moral de alguna manera. J'ai fait un film sur Hiroshima, sur Auschwitz, sur les femmes tendues à la libération, sur les bombardements, que des événements dont il est très simple d'être du bon côté de la morale. Que he hecho algunos cortos sobre Hiroshima, Auschwitz. Les femmes tendues en France. Les femmes tendues. Las mujeres rapadas. Las mujeres rapadas en Francia. Y algunos otros que era muy fácil ponerse del lado bueno, como si dijéramos. Et à un moment, j'ai eu besoin de me confronter à une autre histoire qui était celle des violences révolutionnaires, c'est-à-dire une histoire dont je comprends
enfin, qui peut créer de la violence dont je comprends le fondement politique. Entonces pasó a intentar comprender o trabajar con la violencia revolucionaria, con una violencia de la cual se comprende los fundamentos políticos. Il y a vraiment eu dans l'histoire des libérations, des mouvements de libération, des mouvements révolutionnaires qui ont été strictement pacifiques, ça n'existe absolument pas. Los movimientos de liberación nacional, por ejemplo, no ha habido ninguno que fuera únicamente pacifista. Et du coup, c'était voilà, c'est un endroit de problème pour moi, avec une espèce de pacifisme facile, d'un coup de me confronter à, c'est-à-dire pourquoi à violence égale, c'est-à-dire tuer quelqu'un par exemple, pourquoi selon d'où cette violence est émise, je n'avais pas tout à fait le même jugement. En fait, si on est strictement pacifiste, on est contre toute forme de violence, d'où qu'elle vienne. Et je me suis rendu compte qu'il y avait quand même des endroits où ce que je pouvais interdire à mes adversaires, je pouvais le comprendre quand ça venait de mon propre camp. Digamos que para un pacifismo estricto, toda forma de violencia, digamos, matar a alguien, por ejemplo, es mala. Y él llegaba a un punto en el que sí podía criticar la violencia de los adversarios políticos, sin embargo podía comprender la violencia cuando partía de la propia posición. Et du coup, l'avantage de la RAF, c'est par ce petit fait de hasard qui nous a laissé ces images-là d'eux avant, ça me permettait de me confronter à des gens qui vont faire un choix radical, la lutte armée, et d'essayer de peut-être comprendre quelque chose. Alors, y un poco el azar que ha hecho que hayan quedado estas imágenes de la RAF, ¿no? de antes, de la gente que formaba la RAF, que iba a formar la RAF, pues a intentar entender esa opción, ¿no? Ese choix, escoger esa línea de radicalización política entre la lucha armada. ¿Hay otra cuestión? Sí. Hay un paso, digamos, Hola. En la película se plantea una... Yo particularmente creo que aquí en el todo español mucha gente la con el cine y con la propaganda a través del medio fílmico, que lo convierten en parte de su activismo revolucionario, ¿no? Entonces, claro, es muy complejo porque mantiene una crítica al cine. Dentro del cine tú haces una película sobre ellos, ¿no? ¿Sigo? Y termina con una película que además, bueno, es la de Alemania en otoño, la secuencia de Fassbinder con su madre discutiendo, ¿no? Que es otra reflexión desde el cine sobre los límites, digamos, del discurso que se puede establecer en torno a la violencia revolucionaria en la Alemania de los 70. Dejas la película cortada ahí, no has pretendido hacer un salto al después. ¿Por qué? Sí, la madre. Alemania en otoño, que ha dicho este señor. Parce que il y a plusieurs réponses possibles. Hay varias respuestas. La première, qui est la plus simple, c'est en fait un des premiers films que j'ai vu quand j'ai commencé à m'intéresser sur la RAF. Le seul qui était facilement trouvable en France parce qu'il venait d'être réédité, c'était l'Allemagne en automne. Et quand j'ai vu ce film, je n'ai absolument pas compris ce film.
L'Allemagne en automne. Non, l'Allemagne en automne, Deutschland in Herbst. Sí, es que dice que Yuka, que el primer film que ha visto de la RAF en Alemania era este. ¿Cómo era el título? Claro, que... Alemania en Australia. Y que no ha entendido nada. Et ce que je ne comprenais pas dans ce film, c'est par exemple comment, au lendemain de la mort de terroristes, des jeunes réalisateurs allemands vont faire un film de deuil qui n'est pas pro-RAF, mais qui en tout cas qui est très en empathie avec les membres de la RAF qui sont morts en prison. C'est un film qui fait aujourd'hui serait impossible. Aujourd'hui, on ferait ce type de film sur un groupe terroriste, on va directement en prison. Le film est impossible à faire. Que hay después de la muerte de los terroristas en prisión, unos cineastas hagan una peli, igual no pro-RAF, pero sí con una cierta simpatía, es algo que hoy en día no se podría hacer. Si haces una película así, vas directamente a la cárcel. J'ai appris plus tard que c'était des gens très proches d'eux, mais je ne sais pas quand je le film. Después ha sabido que era gente muy cercana a ellos. Et le film, le court-métrage de Fassbinder qui est dedans, m'est apparu totalement ésotérique. Y que el cortometraje de Fassbinder que está dentro le ha parecido totalmente esotérico. Toute cette discussion autour de qu'est-ce que la démocratie, je ne comprenais vraiment rien. Je sentais que c'était important, ce qui se disait, mais je n'avais ni le contexte de l'époque, ni le bagage politique pour comprendre ce qu'il se disait dans cette discussion. Toda esta discusión que parecen sobre la democracia, la ley, le parecía al principio como incomprensible, que no tenía el bagaje político, digamos, para acabar de sacarle todo el jugo, ¿no? Y ni el contexto, ni un conocimiento del contexto tampoco. Et d'une certaine manière, c'est un peu une blague, mais c'est un peu vrai, tout le film Une jeunesse allemande, c'est l'introduction à l'extrait de Fassbinder. Un poco que toda la peli de Une jeunesse allemande, la película esta que acabamos de ver, es como una introducción al fragmento de Fassbinder. Quand on le voit là, à la sortie de ce film, on comprend le moindre mot qui est prononcé. Que entonces se puede entender todas las palabras que se dicen. Mais il y a aussi cet extrait, c'était très important pour moi de parler du cinéma dans ce film, du cinéma de l'époque, du leur, de la télévision, mais aussi du cinéma en général, ou ce que moi je projette dans le cinéma. Et entre le début, avec l'interrogation de Godard et Fassbinder à la fin, c'est l'endroit où moi je me place en tant que cinéaste. Ça veut dire que le cinéma, quand il est asservi, strictement asservi au discours politique, que ce soit dans les films militants autour de la RAF, ou que ce soit dans le support au pouvoir, au discours de l'État par la télévision, on n'est pas pour moi dans le champ du cinéma. Le champ du cinéma, il est avec Fassbinder. On n'est pas. Je veux dire que tout ce qu'on voit dans le film, on n'est pas dans le champ de ce que peut être le cinéma. Dice que un poco entre la pregunta de Godard al principio de la película y el fragmento de Fassbinder está un poco el espacio donde él cree que se puede, que entra de alguna manera el cine, ¿no? El hacer cine, ¿no? ¿La politique o cinéma? Le cinéma. El cine. Y que en todo caso él cree que en el cine que está completamente al servicio, ¿no? O dominado, digamos, por una voluntad como muy política o ideológica concreta, sea para, digamos, para apoyar formas como la RAF, o sea, al servicio del poder, ahí eso no es el campo del cine. Je voulais finir ce film par le cinéma, le retour du cinéma. Y quería acabar la peli con el cine, con el retorno del cine, digamos. Posibilidad.
Supongo que el trabajo con el material de archivo fue muy arduo y difícil. ¿Cuál era tu idea principal? ¿Qué imágenes de archivo descartabas? Le travail de l'archive, c'est forcément un travail compliqué, mais c'est avant tout techniquement compliqué. El trabajo del archivo es un trabajo complicado, pero eso técnicamente complicado también. Et avant tout, c'est très très cher. Y es muy caro. Et ça, c'est le problème principal, ce qui fait que ça peut être difficile de travailler l'archive. Après, comme matériel de création, une fois qu'on a cette archive, enfin en tout cas moi, c'est un endroit que je travaille depuis très longtemps et qui est un endroit que j'aime particulièrement. Digamos que ahí está la dificultad, pero luego es un material que es muy bueno para películas, que él ama particularmente. Parce que quand on utilise l'archive comme je le fais moi, c'est-à-dire une archive qui est donnée assez brute, surtout sans commentaire. Malgré tout, on redonne à voir au spectateur des fragments d'images qui ont existé, qui ont été montrés à l'époque, telles quelles. Quería hacer como un trabajo, digamos, de mostrar el archivo en bruto, sin comentarios. Y de esta manera lo que conseguía era mostrar fragmentos de algo que había aparecido en la época. Et du coup, ça offre un endroit qui est assez intéressant. C'est-à-dire, si on prend Meinhof, par exemple, qui est beaucoup dans le film, ça veut dire que le film ne montre pas ce que moi je peux penser de Meinhof, personnellement, par rapport à qui elle est humainement et qui elle est intellectuellement, mais je donne des fragments de comment elle s'est présentée quand elle passait à la télévision et comment les Allemands de l'époque l'ont vue. Le spectateur ne voit pas mon commentaire sur Meinhof, mais voit vraiment des extraits d'intervention de Meinhof. Dice que, por ejemplo, Ulrike Meinhof, que aparece mucho en la película, ¿no? Que él cogía fragmentos, o sea, no, en la película no aparece lo que él piensa personalmente o humanamente o intelectualmente sobre Ulrike Meinhof, sino más bien fragmentos que habían aparecido en la época. Y cómo, de alguna manera, en Alemania, bueno, la gente que no ne lisait pas ce texte, ¿no? O, bueno, cómo aparecía en la época, en la Alemania de la época, porque hay como una diferencia. Par exemple, c'est Meinhof, quand elle passait à la télé en prime time, c'était important, ça avait un discours et on le revit un peu de la même manière, sans que moi j'ai besoin de dire Meinhof, cette héroïne, cette femme si forte, ou au contraire Meinhof, cette terroriste qui va devenir sanglante. Quand on utilise que l'archive et qu'on enlève la voix off, on peut laisser le spectateur s'emparer de ces fragments et de se raconter sa propre histoire à partir de ça. Et j'aime beaucoup la liberté que ça donne au spectateur. Que le gusta mucho como la libertad que da al espectador, que por ejemplo, tengan en cuenta que cuando Ulrike Meinhof aparecía en prime time era como un acontecimiento, era algo importante, y que poner estos fragmentos le permite, así como en bruto, sin comentarios, sin voz en off, no tener que dejar la libertad al espectador y no decir, ah, mira, Ulrike Meinhof, esta tipa genial, ¿no? O mira, Ulrike Meinhof, la terrorista, ¿no? Et je me suis perdu. Et j'aime bien ce rapport qui est très avec l'archive comme document, on n'est pas dans le réel, mais on est dans des choses qui ont existé et qui sont un peu des investis, mais en tout cas qui font que Non, je suis désolé, je me suis un peu perdu, complètement même. Mais je vais revenir sur la deuxième question, sur ce que j'ai pu éliminer. En fait, j'ai pas éliminé grand-chose. Enfin, si, j'ai vu des milliers d'heures d'archives, mais l'histoire est quand même très serrée.
Et le principe de cette histoire, c'était raconter pendant cette histoire de manière chronologique, avec les images produites à l'époque. Et finalement, le nombre est réduit des images principales, c'est-à-dire des images dans la première partie des futurs fondateurs de la RAF, dans la dernière partie des images de la télévision sur la RAF. Il n'y en a pas énormément d'autres, soit pour des questions de production à l'époque, c'est-à-dire que Meinhof, elle a travaillé à la télévision, elle est intervenue à la télévision, mais pas non plus tous les jours, ou alors beaucoup d'archives se sont aussi concrètement perdues, notamment à la télévision. Et du coup, dans le film, j'avais évidemment plus de matière que ce que vous voyez, mais pas non plus beaucoup plus que ça. J'avais beaucoup de matière sur tout ce qui est autour, le contexte, sur la situation, les autres intervenants, mais sur les protagonistes eux-mêmes, le nombre est quand même fini de ce qu'il peut rester aujourd'hui. Decir que bueno, que había como mucho material del contexto, digamos, y de lo que de la situación, de lo que pasaba alrededor, pero imágenes principales o como importantes, digamos, de los protagonistas mismos, tampoco había tantísimas, ¿no? Tampoco había muchas. Bueno, sí que tiene miles de horas de archivo, he dicho, pero como que luego, para explicar la historia previa, digamos, de los que ponían las rafias. ¿Qué tipo de archivo, por curiosidad, has utilizado? ¿Cómo ça? Ah. ¿En qué sentido? Concreto. Con los que salían un poco en la lista al final. Bueno, claro, en la lista sale documental, pero es que no podía leer porque... Globalement, il y a quand même une très grosse partie d'images télévisuelles des différentes chaînes de télévision allemandes. Parce que déjà, dans la grande première partie, par exemple, les films de Meinhof ou les interventions de Meinhof sont des extraits d'émissions télévisées et toute la fin est racontée par la télévision. Y hay toda la primera parte de la televisión alemana, son archivos de la televisión alemana. Antes me he olvidado de decir que ha comentado que se había perdido bastante material de la televisión, del archivo. Quiero decir que uno de los principales. Ensuite, il y a quand même un grand fonds qui vient de la Cinémathèque de Berlin qui a récupéré, enfin qui est dépositaire de tous les films de l'école de cinéma et qui a récupéré les films aussi de plusieurs cinéastes de l'époque. Donc ça, c'était le deuxième gros fonds sur lequel j'ai travaillé. La escuela de Berlín que ha recuperado un montón de material de la escuela de cine y de cineastas de la época. Et après, c'est plutôt des fonds privés ou semi-privés, c'est-à-dire c'est les réalisateurs qui gravitaient autour d'eux qui ont récupéré leurs films. C'est des gens qui les ont connus à l'époque, qui travaillent sur ce sujet-là, qui ont leurs propres archives et qui m'ont donné des copies. Et après, sur tout ce qui est film de fiction, là, on est dans l'archive, enfin, il faut aller, c'est le distributeur, les producteurs qu'il faut contacter. Mais ça, c'est vraiment les petits fragments qu'il y a dans le film autour d'eux, quoi. Después, gente cercana a ellos o que trabajaba también que hacía una investigación, que tienen archivos personales o archivos de investigación, y luego el archivo, como digamos, de películas de ficción y así. O sea, ha dicho que había el primero la televisión, el segundo la escuela de Berlín. Después ha comentado archivos personales que le han dejado hacer copias de gente que también está haciendo la investigación, gente cercana a ellos o gente del ramo del cine, digamos. Y el último como archivo de las películas de ficción, por el fragmento de Godard o por... Sí, yo vi ayer la película, pero hoy, como volviendo a ver, hay una parte que igual la primera vez no acabé de ver, digamos, que era como la dureza
del enfrentamiento entre la RAF y el poder político, y todo lo que llegan a, o sea, las declaraciones de hommes d'État que hay al final de la película. Como, de alguna manera, es como que no se percibe ahí, pero se intuye toda la dureza del conflicto que había, ¿no? No somos la Gestapo, tienen que soportar la prisión cuando las medidas de prisión eran mucho más fuertes, pero a la vez es como algo como muy duro y que pasa al final de la película y que te deja como un... Bueno, no, que hay parte ouais, un peu comment tu sens c'est un peu par rapport à l'interprétation de le film porte à l'effractement de Fassbinder et un peu la situation très dure de l'affrontement en politique, la RAF, et les déclarations autour de la loi, c'est pas la Gestapo, il y a la prison, il doit supporter, il y a tout autour de la loi d'exception qui inaugure pour nous en fait. Et encore c'est très dur et aussi comme va très vite, mais Como que la dureza se la pone en manifiesto al final de la peli, ¿no? Que es más o menos sí, lo que la dureza del va, enfrentamiento. Va un poco rápido y son palabras como muy duras que llevan, digamos, al fragmento de Fassbinder, que es la cuestión de la ley. Entonces, gente que está hablando de la ley, de la presión, ¿cómo lo ha puesto? La durée de ces fragments, en fait, elle est liée au changement qui va apparaître à la télévision dans les années 70. Dans les années 60, la télévision, elle ressemble un peu à la radio. C'est lent. On prend son temps, on discute, et avec les nouveaux moyens techniques qui apparaissent à la télévision au début des années 70, notamment le direct, les caméras embarquées à l'extérieur, etc., la grammaire télévisuelle change et la télévision, le rythme s'accélère vraiment, notamment dans tout ce qui est news. Et par exemple, le montage de cette partie-là, c'est pas moi qui ai coupé les interviews pour donner un rythme très cadencé, il n'existe pas plus que ça à chaque fois. Ce sont des extraits in extenso. Dice o sea, que la duración de las intervenciones tiene que ver con un cambio en los media entre los años 60 y los años 70. Dice, hasta los años 60 la televisión era como la radio un poco. Eran tiempos lentos, se charlaba, tal, ¿no? Y a partir de los años 70, sobre todo las noticias, con los equipos llevados al exterior y los directos y tal, la televisión se acelera también. Y entonces, claro, que las declaraciones, por ejemplo, que aparecen, que no hay más que esto. O sea, que eso es, digamos, lo que queda en el archivo, ¿no? Que son declaraciones de televisión, claro. De la televisión que conocemos hoy. Et ce qu'on voit apparaître aussi, c'est comment les politiciens se rendent compte de ce qu'est la télévision et comment on peut l'utiliser. Notamment Schmitt, le chancelier, qui est assez jeune, etc., lui commence à intervenir directement à la télévision. Avant, les politiciens intervenaient dans des longues interviews ou alors étaient filmés pendant des meetings. Mais maintenant, ils font des déclarations particulièrement pour les caméras de télévision, ce qui est assez nouveau. Et du coup, ils ont un discours qui est très écrit, serré, il faut faire des petites phrases qui marquent le spectateur. Et ça change la qualité de la parole politique. Bueno, que hay este cambio en la gramática televisiva y de alguna manera, la política, ¿no? El espacio de los políticos, las políticas, comprenden el medio de la televisión. Y Schmitt, por ejemplo, que es el primer ministro, el canciller, en aquel momento bastante joven, es el primero, parece, que empieza a hacer declaraciones solo para la televisión y con un tipo de lenguaje político diferente también, con frases cortas, directos, un discurso muy concentrado, y parece que comprenden cómo funciona el medio y lo utilizan políticamente con una fuerza. Et ce que j'aime bien avec la violence de cette dernière partie, qui est finalement très courte, on voit, même en tant que spectateur du film, que l'on oublie les vrais protagonistes.
la télévision nous lave l'esprit. Et dans le film, quand on voit cette partie-là, on est totalement rincé, fatigué par cette télévision. Et on est soulagé que Fassbinder, il arrive. Et c'est un peu un reflet de ce qui s'est passé en termes historiques et de l'image qu'il reste aujourd'hui de ce qu'est la RAF. Sauf qu'on est des militants d'extrême gauche très précis. L'image que l'on a spontanément de Bader, etc., c'est un groupe terroriste dans les années 70 qui ont posé des bombes. Rien de plus que ça. C'est ces petites phrases des politiciens qui ont gagné. C'est ça qui a écrit l'histoire. On a totalement occulté qui était Meinhof, qui étaient les autres, le contexte politique de l'époque. Tout ça n'existe plus, sauf pour des militants, des gens très précis, des historiens qui vont faire ces recherches-là. Mais c'est cette télévision-là, avec ces hommes d'État qui ont gagné et qui ont écrit l'histoire telle qu'elle perdure aujourd'hui. No sé si lo ves, que la llegada de la televisión, de ese uso político de los hombres de Estado que utilizan la televisión y que marcan el discurso, ha hecho olvidar a los protagonistas de la película que estábamos viendo, y los ha hecho olvidar también a nivel de la historia, digamos. Hoy, si no es alguien militante o interesado porque hace una investigación, no sabe quién era Ulrike Meinhof o Andreas Bader o demás, ¿no? Eran terroristas que ponían bombas, ¿no? Y parece que ese discurso de los políticos en la televisión ha tenido un impacto muy fuerte y ha hecho olvidar lo demás, y es lo que ha quedado de alguna manera en la memoria colectiva. Y como de alguna manera eso nos decía al principio que nos lava, es como que lava el momento como muy duro, agotador, y que uno al final se queda como cuando aparece Fassbinder, cuando aparece el fragmento de Fassbinder, como si tornara algo, que volviera a algo como más real. De todas formas, las reglas de Helmut Schmidt, se le veía al tío realmente como muy agobiado, ¿no? Como que realmente está al límite de algo, no sé, es curiosa esa regla. Como defendiendo desesperadamente el Estado. ¿Agobiado? ¿Cómo sería agobiado? Muy nervioso, como defendiendo desesperadamente al Estado ante... Coincé. Sí, coincé, anxieux. Schmitt. Schmitt. Oui, en même temps, il est dans une situation qui n'est pas très facile, mais moi je ne trouve pas très anxieux, je le trouve justement un peu trop sûr de lui, ce garçon. Moi je le trouve un peu trop sûr de lui, plus que anxieux. Que más bien lo encuentra un poco demasiado seguro de sí mismo, hay una, creo que es que es bastante interesante en el documental, que es cuando a ellos lo rebautizan, digamos, como grupo Bader-Meinhof. Además se llamaron grupo Bader-Meinhof, se llamaban RAF, Fracción del Ejército Rojo. Entonces, esa operación que hace la televisión de singularizarlo con un nombre de dos de los dirigentes va ligado a una dureza increciendo, ¿no? de la lucha y de la respuesta que están recibiendo por el Estado, que el secuestro de la población se les puso en contra. Es decir, el momento en que ya la televisión y los medios consiguen ganar la partida en la lucha que ellos pretenden respecto al discurso de propaganda. Y creo que es lo que subyace a esta discusión de Fassbinder, ¿no? Con su madre. Es un malestar que no se puede expresar porque ha sido ganador territorio directamente por los medios que estaban al servicio, pues, del poder, ¿no? Me ha parecido muy interesante, no es una pregunta, pero me ha parecido muy interesante ese corte en el que empieza a hablarse de Bader-Meinhof y a su vez van desapareciendo los personajes de la película y aparecen estos personajes autoritarios y de poder, que son los que definen el discurso, y una población que continuamente pide la cabeza de los militantes.
quelque chose que j'avais... La pregunta era, el poner empezar a utilizar Baden-Meinhof lo has hecho de manera consciente, ese corte. Non, l'histoire des mots, la définition du groupe est très étonnante. Et la dernière partie le porte. Les politiciens, les policiers ont eu beaucoup de mal à comprendre ce qui se passait avec ce groupe. La cuestión es que no lo ha hecho como... dice que los policías y los políticos han tenido muchas dificultades en comprender qué pasaba con este grupo en Milán, ¿no? Et le problème qu'ils ont avec ce groupe, contrairement à d'autres groupes d'extrême gauche de l'époque, qui passent à la lutte armée, c'est que le groupe est composé par des gens connus, notamment par Mahler et par Meinhof. Et Meinhof, à cette époque-là, connaît personnellement une grande partie des politiciens et des journalistes allemands. Et du coup, ils sont face à un groupe de lutte armée avec un de leurs collègues à l'intérieur. Et en plus, quelqu'un c'était une femme très respectée, malgré son positionnement d'extrême gauche. Et du coup, ils se retrouvent face à un problème, une singularité qu'a ce groupe. Claro, muchos de los digamos, hombres políticos del momento conocían personalmente a Ulrike Meinhof, a pesar de sus posicionamientos de extrema izquierda o revolucionarios, era una persona muy respetada. Y entonces, claro, se encuentran con una situación que es un problema, que es una singularidad, que es algo que no pasaba, digamos, con otros grupos. Par exemple, un petit détail, le président de la République de l'époque est l'ancien avocat de Meinhof. Le président de la République. El presidente de la República es el antiguo abogado de Meinhof. Et du coup, en termes de dénomination, déjà c'est très très étrange. Le temps que les informations arrivent de savoir qui participe au groupe, le groupe s'appelle d'abord le groupe Mahler, du nom de l'avocat qu'on voit dans le film. Ensuite, il l'appelle le groupe Meinhof. Et ensuite le groupe Baader-Meinhof. Al principio lo llaman el grupo Mahler, con el nombre del abogado. Luego le llaman el grupo Meinhof y luego al final el grupo Baader-Meinhof. Après, ils sont toujours oscillés. Le problème, ils ne pouvaient pas vraiment dire RAF parce que s'ils disaient la fraction armée rouge, c'était accepter le vocabulaire de la RAF. Donc ils étaient un peu comme ça, toujours en train de chercher leurs mots pour définir ce groupe. Mais ce qui est intéressant, c'est que, de manière très globale, même s'il y a des contre-exemples, le groupe n'est dénommé comme un groupe terroriste qu'après la mort de Meinhof. Pas avant. Avant, on dit un groupe anarchiste, extrémiste, des mots qui sont mal employés, parce que c'est pas un groupe anarchiste, mais en tout cas des mots qui, malgré tout, même si c'est des mots très critiques de la part de l'État, mais qui portent malgré tout l'idée d'un combat politique, ce que n'a pas le mot terroriste. Et celui-là ne va apparaître que à la mort de Meinhof. Solamente empiezan a llamarlo grupo terrorista después de la muerte de Meinhof, que previamente a la muerte de Meinhof utilizaban otros nombres que se han visto, ¿no? Como grupo anarquista, grupo extremista, nombres que connotaban una lucha política. En carácter terrorista no, terrorista intenta como negarlo. Mais on sent très bien qu'une fois qu'ils ont utilisé le mot terroriste avec l'effet que peut avoir ce mot-là, ils ont gagné la partie et ils n'auront plus que les appeler comme des terroristes. Et ça, le mot terroriste a totalement réécrit cette histoire-là. Quelqu'un comme Meinhof aujourd'hui en Allemagne, sauf les gens qui ont connu cette époque-là, les jeunes, quand j'ai présenté le film en Allemagne, les moins de 40 ans ne savent pas que Meinhof a été journaliste, qu'elle était reconnue comme une intellectuelle, etc. C'est une terroriste. C'est un mot qui coupe l'histoire. Quand ils ont découvert le mot terroriste... Ha dicho antes también que no querían llamarlo, evidentemente, no querían llamarlos la RAF, porque era una manera de entrar en su lenguaje político y que no querían hacerlo, ¿no? Esto lo he comentado antes. Y ahora decían que una vez utiliza la palabra terrorista y ven los efectos que crea, han ganado e incluso han ganado a nivel
borrar todo, ¿no? Que cuando presentaba la película en Alemania, por ejemplo, los que tenían menos de 40 años no sabían que Ulrike Meinhof había sido periodista y que era una tipa súper conocida en la época en Alemania, una intelectual respetada, y solo sabían que era una terrorista. ¿La has presentado en Alemania, la peli? Bueno, yo quería agradecer porque todo esto que has presentado es, bueno, yo lo he vivido desde aquí, claro, desde España, y cómo se ha ido recibiendo toda la información. De hecho, aquí llegó que se habían suicidado, pero en las revistas actuales de la época, como El Viejo Topo, salían las fotos y abajo ponía suicidado, porque se había investigado que las jefaturas de policía se habían descubierto muertos enterrados anarquistas que no interesaba hablar y allí quedaron. Y por otro lado, lo que sí me parece interesante, y estoy de acuerdo porque lo habéis dicho, es que al final, cuando él habla y es tan fuerte, antes de que hable Fassbinder, de que habla con tanta seriedad de lo que es el terrorismo, me hace pensar en las estrategias de Noam Chomsky, porque es que es a partir de aquí que ya todos pedimos protección, policía, bueno, todo ha contribuido. O sea que se acaba y empieza otro modo de contemplar la política. Juste de manière, parce que c'est pas vraiment une question, mais de manière factuelle, l'histoire des suicides en prison des membres de la fraction Armée Rouge est toujours... il n'y a toujours aucune réponse, en fait. J'ai rencontré des militants de la RAP qui étaient avec eux à ce moment-là. Même eux ne savent pas ce qui s'est passé. Et par contre, ce qu'ils m'ont dit, c'est que par contre, en termes de propagande, ils ont tout de suite utilisé ces morts-là pour dire que c'était des assassinats, mais même eux ne le savent pas. Un jour, ça sera déclassifié, mais c'était aussi une histoire, ils étaient tellement désespérés en prison que le suicide n'était pas non plus impossible. Solamente como un apunte que no hay, todavía hoy no se sabe claramente qué ha pasado, ni la gente muy cercana a ellos, ellas en aquel momento, no pueden asegurar que no se suicidaron porque las condiciones de la prisión eran tan duras que da posible, ¿no? Y que hay material que está clasificado todavía y que se desclasificará. Mais c'est sûr que c'est très troublant, surtout les 3 suicides de Steinheim. Sur Chomsky, vous avez raison, parce que ce qui se passe à ce moment-là en termes de politique contre-insurrectionnelle, donc face au mouvement étudiant, au mouvement de résistance aux libérations qui se diffuse à ce moment-là partout dans le monde, les Américains avec leurs alliés, l'Italie, l'Allemagne de l'Ouest, vont travailler ensemble sur des programmes de gestion de ces insurrections. Avec des exemples très précis en Italie, en fait, chaque pays, ils essayent des techniques, en fait, et chaque pays va essayer un peu ces techniques. Faire des faux attentats pour les Italiens, et en Allemagne, ça va passer par les conditions carcérales, ce qui se fait aussi au Portugal, et ça va aussi se passer par l'utilisation des médias. Comment utiliser les médias pour contrebalancer l'influence que peut avoir un tel groupe. En 1972, il y a encore 10% de la population qui soutient la RAF. C'est 10% d'une population qui soutient un groupe de lutte armée, ce qui est vraiment énorme. Et du coup, il faut combattre ça, et aussi de manière idéologique, en utilisant les propagandes, et on voit très bien là, la télévision, comment on transforme le discours. Et Chomsky a beaucoup étudié ces questions-là, et il y a quelque chose, évidemment, qui est très proche de ce qu'il peut travailler, et qui s'origine beaucoup dans les années 70.
Sí, comentando un poco lo de Chomsky, ¿no? Que ha estado también investigando esa parte que sí que tenías como... Está ahí mencionarlo, ¿no? Como en aquella época hay una colaboración en cómo trabajar la contrainsurgencia de lo que está sucediendo, contrarrestar la insurgencia que hay por todo el mundo en aquella época, y particularmente cómo los diferentes países, Italia, Alemania, Portugal, Estado español, Estados Unidos, toman, digamos, una dirección, experimentan un poco en torno a la contrainsurrección. Y como en Alemania específicamente se trabajará sobre las condiciones de encarcelamiento y los medios, porque en 1972 todavía el 10% de la población apoyaba a la RAF, y eso era un montón de gente, y entonces a través del uso de los medios intentan contrarrestar este apoyo ideológico. Que es cuando pasa lo de Múnich 72, ¿no? Lo de Septiembre Negro, ¿no? Eso también lo utilizan ellos. C'est le moment où il y a le septembre noir, Septembre Noir est très loin de cette histoire, et en plus ils sont déjà en prison. La campagne d'attentat de mai 72 et ensuite l'arrestation des membres principaux de la RAF va changer totalement même la perception du public de ce groupe-là qui très rapidement va perdre tous ses soutiens, notamment à cause de la campagne d'attentat de 72, mais Septembre Noir c'est une autre histoire. Dice que Septiembre Negro es más bien como otra historia, que está como en paralelo, que sí que en 72 ya habían sido encarcelados, y una vez han sido encarcelados y con, digamos, la ola de atentados que hay como de apoyo hacia ellos, es el momento en el que se va a cambiar también la percepción, se va a aprovechar para cambiar la percepción del grupo en el interior de la población. Je voudrais vous poser une question juste sur le contenu des films qu'il faisait à l'école. En ce qui concerne la critique au nazisme, parce que là on a vu qu'il y avait une sorte de critique face à la génération de ses parents. Et je voudrais savoir si les films, s'il n'était que de films politiques du côté de la révolution, où il y avait aussi une critique à cette absence de mémoire ou de tout ce que représentaient ses parents. ¿Quieres traducir la pregunta? Me preguntaba sobre las películas que hacían ellos en la escuela, si había también un cierto contenido de crítica a la vinculación, aunque fuera solo generacional, con el nazismo por parte de la generación de los padres de ellos, o si solo eran películas políticas en un sentido revolucionario, porque me interesa sobre todo la cuestión de la memoria, si en ellos también se despierta una crítica a cosas que no les habían contado, o a cierta connivencia por parte de sus padres con el nazismo. C'est vrai que dans les films, notamment des étudiants, c'est des films qui parlent beaucoup du contemporain, du Vietnam, de certaines lois répressives, du contexte universitaire, etc., des Black Panthers, mais je n'ai pas vu de film strictement sur la question du passé nazi et du rapport au père. Dice que la mayoría de películas, casi todas son más bien sobre aspectos contemporáneos, por ejemplo Vietnam o algunas leyes represivas que se estaban elaborando en aquel momento, o las luchas universitarias, pero sobre todo eran digamos sobre lo contemporáneo, no tanto sobre cosas históricas, el nazismo o el padre. Mais ceci dit, dans la plupart de ces films, c'est un sous-entendu.
pero también a la vez es como algo que está sobreentendido, que se está hablando de ello. Dans ces films d'étudiants, un homme ou une femme de 40 ans, surtout s'il représente le pouvoir, un flic, un prof, etc., c'est un ancien nazi. Sí, en alguna de las pelis alguien es como el representante del poder, sea un padre, un profesor, un médico, es un viejo nazi, es un antiguo nazi. Il y a énormément de films dans lesquels on va trouver comme ça, si on le lit avec cette lecture-là du rapport entre deux générations, il y a des évidences qu'on peut lire à l'intérieur de ça, mais j'ai pas vu de film directement sur ce sujet-là. Ce sujet-là, il va être plutôt exprimé par la littérature ou par les textes critiques comme ceux de Meinhof, ou dans les discussions. D'ailleurs, Meinhof, elle le place, etc. C'est un sujet qui est très discuté, mais en tout cas, dans ces films d'étudiants, je n'ai pas vu. Après, dans les films allemands, il y a énormément de films là-dessus. Mais les étudiants sont plus, malgré tout, sur le concret du temps présent. Que los estudiantes estaban más bien centrados sobre lo concreto del tiempo presente. Y que en estas películas de estudiantes no aparecía ese tema. Pero, o sea, que sí que era un tema que en la época se había tratado mucho, o en textos también. Ulrike Meinhof también había escrito sobre ello, pero no estaba concretamente en las películas de estudiantes. Mais c'est vrai que ça se sent, si on prend même le film de Fassbinder, à la fin, enfin moi quand je l'ai lu, je ne peux pas m'empêcher de penser que sa mère, elle a vécu pendant le Troisième Reich. Et du coup, quand elle dit qu'elle veut un pouvoir autoritaire mais qui soit doux et gentil, venant de quelqu'un qui a fait l'expérience du Troisième Reich, on la voit comme quelqu'un qui a connu cette histoire-là. C'est automatique, je pense. En tout cas, moi j'étais ancré dans l'histoire, mais je pense que pour eux, Fassbinder, quand il lui fait dire ça, etc., il sait très bien ce qu'il fait aussi, d'où cette parole vient, de quelqu'un qui a connu cette guerre-là, enfin ce moment-là. En el fragmento de Fassbinder, ¿no? Claro, las palabras que dice la mujer, ¿no? Bueno, estaría bien tener un poder autoritario, pero que sea majo, agradable, simpático, dulce. Lo dice una persona que ha vivido el Tercer Reich, ¿no? Y claro, la película se queda sobreentendido que la que nos está diciendo ha vivido ese momento y que lo diga, pues tiene un cierto peso, ¿no? Como algo que va por debajo. No necesito micro. Claro, por curiosidad, como has comentado que la peli que la has presentado en Alemania, has dicho, ¿no? Haber presentado la peli en Alemania. ¿Cuál es la sensación de la acogida que ha tenido esa presentación en Alemania? Je ne peux pas vraiment vous répondre en tant que réalisateur. On a souvent que les gens qui aiment le film qui viennent nous parler, donc c'est toujours un peu spontanément, je dirais que le film a été bien reçu, mais c'est forcément très subjectif. Non, il a été reçu, j'ai lu des choses très très émouvantes, mais parce que des gens sont venus voir ce film qui était très proche de cette histoire-là. C'est-à-dire pas forcément des gens qui ont connu les protagonistes de la RAF, etc., mais qui ont vraiment vécu le mouvement étudiant, dont le film raconte cette histoire et qui sont venus en étant très 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 émus parce qu'ils venaient de voir. Et ça, c'était très étonnant en fait. Et à contrario des jeunes spectateurs, on découvrait tout un pan de leur histoire qui leur avait totalement échappé. Donc ça balançait entre ces deux pôles de réaction. Que por una parte decía al principio que claro, como cuando vas como realizador a presentar una peli, pues la gente que te viene a ver es la gente que le ha gustado la película, ¿no? Entonces, que de una manera diría que ha sido bien recibida. Por otra parte, sí que ha leído cosas como que le han conmovido. Por una parte, de gente cercana a lo que pasaba, no cercana forzosamente a la RAF específicamente, pero sí que había vivido el movimiento estudiantil, que había vivido las luchas de la época y bueno, que había como una respuesta que como
como muy emotiva, digamos, ¿no? Política a la vez y conmovedora, ¿no? Y también de la parte de los jóvenes que se habían perdido ese capítulo. Après, il y a toujours cette question, mais qui est presque attendue, de pourquoi il faut que ce soit un Français qui fasse ce film-là. Pourquoi il faut que ce soit un Français qui passe 10 ans de sa vie à aller chercher ces fragments d'images disparus, alors que des Allemands qui travaillent ce sujet depuis des années, des universitaires, des chercheurs, des réalisateurs, personne n'allait chercher ces images-là qui existaient pourtant, parce que je les ai trouvées alors que je ne suis pas allemand, que je ne parle pas allemand, etc. Et pourquoi il faut que ce soit un étranger qui fasse ça. Mais on sait bien par l'histoire que on a aussi besoin des regards extérieurs pour faire avancer certaines questions historiographiques. Mais c'est une question qui, évidemment, ça qui était souvent posée. También está la cuestión de por qué ha tenido que ser un francés el que viniera a explicar esta historia, ¿no? Que a veces es verdad que hace falta como una mirada exterior para digerir o para hacer avanzar algunas situaciones que se han quedado encalladas, ¿no? O que han sido como muy violentas, muy fuertes. Claro, es curioso eso, que haya tenido que ser un francés o alguien de fuera que no habla alemán, que no es alemán, cuando allí hay un montón de gente, investigadores o gente que hace cine, que lleva años trabajando, investigando y que no han tomado esas imágenes que, sin embargo, estaban ahí. Que no se ha hecho este relato. Claro, algo que es terrible, ¿no? La película que se hizo sobre el grupo, que se llama RAF, desencadenó una campaña publicitaria donde se veían de ropa. Se veían a 3 pijos alemanes tomándose un champán con ropa de estilo 70 y era parte de una campaña publicitaria que se hizo casi en similar a la película, con un Mercedes con el capó abierto, dando a entender que eran haciendo un chiste, digamos, sobre la RAF. No sé si conoces eso, yo sí lo vi. Es una imagen de publicidad donde se ve a un Mercedes de la época, de los años 70, en la parte con el capó atrás abierto, como si estuviera un secuestrado, brindando con champán y anunciando una ropa tipo Benetton inspirada en los 70. Es decir, sí que en Alemania sí que ha habido una película hecha que a mí me parece infame sobre la RAF, que consiste en que es completamente espectacular. No sé si ha sido bien o mal recibida la película, porque la tuya realmente es una película que te hace pensar, la otra es un espectáculo, ¿no? Prada aussi a fait des t-shirts. Se llamaba RAF, la película, ¿verdad? RAF. Pero que la ropa se llamaba RAF también. No, la ropa no. O sea, a raíz de la película se hace una campaña publicitaria para el comercial. Non, c'était pas un film qui était très bon. Après, c'était pas le pire film sur l'histoire de la RAF. Il y a des films qui ne sont pas sortis d'Allemagne et qui sont vraiment beaucoup plus indécents que celui-là, qui avait au moins un avantage, c'est que le scénario de Stefan Host est quelqu'un que j'aime pas vraiment, mais qui est le biographe officiel de la RAF, mais qui est toujours amoureux de Meinhof, encore aujourd'hui. Et du coup, il la sauve toujours, notamment dans ce film-là. C'est-à-dire que Meinhof est très crédible dans ce film. Voilà, dans d'autres films, aucun d'entre eux ne l'est. Donc, dans le pire, c'est un des moins pires du pire. C'est pas très bon non plus, hein, mais... Dice que sí que es cierto que no es muy bueno, que no es muy buena la peli, pero que, claro, comparado con otras películas que no han salido de Alemania, que se han hecho sobre la RAF, que son verdaderamente infames, pues esta por lo menos la había hecho Michael Lost, o Stefan Host, que es como un poco el biógrafo oficial, que todavía hoy está enamorado de Ulrike Meinhof, y que Ulrike Meinhof, por lo menos en esta película, me parece más o menos creíble, digamos, ¿no? O sea, que dentro de lo peor, pues es lo menos peor de lo peor. Yo no he para hablar.
El tema és molt actual. Volia saber si era pretesament actual, o sigui que hagi tret ara la pel·lícula quan està justament el terrorisme jihadista en aquest moment tan sever, no? I per una altra banda, com pensa que els medis tracten ara, en l'actualitat, el tema del terrorisme? Quel rapport a le fait que tu fasses un film dans le monde et le terrorisme et comment tu vois qu'il y a assise C'est toujours des questions compliquées. Le présent. Moi, je fais ce type de film pour essayer de comprendre ce qui se passe. Ce qui est sûr, c'est que le film, grosso modo, une des raisons, il y en a plusieurs, mais c'est l'après-11 septembre, pour moi. Comme j'ai commencé il y a 10 ans, que le film finit il y a 2 ans, forcément, ça date un peu. Et du coup, le 11 septembre m'a vraiment posé problème. Indépendamment du désaccord que je peux avoir pour les gens qui commettent ça, mais de faire passer pour des crétins, des gens qui arrivent à avoir cette organisation-là, on est peut-être en désaccord complet sur leur but politique, mais le fait qu'il n'ait pas de but et le fait que ce soit des malades mentaux ne nous aide pas à penser leur acte politiquement. Et ça, j'avais besoin d'essayer de comprendre comment on pouvait faire ce type de choses. Comment ce mot terroriste, c'était le pouvoir qu'il a, j'avais besoin de le questionner, et notamment le questionner grâce à l'histoire et des expériences précédentes, comme celle de la RAF. Sí, diu que té una relació, que de fet el treball d'investigació comença a partir fa 10 anys més o menys, però bueno, 10 anys abans de la pel·li que va sortir fa 2 anys, i que és a partir de l'11 de setembre, i que era com así, ¿cómo se puede decir? O sea, cómo la palabra terrorista no explica nada o no te deja comprender qué ha pasado, porque no, esta gente en realidad están locos o son unos fanáticos, ¿no? Y dices, sí, bueno, pero hay una organización, o sea, se han preparado, han cogido los aviones, se han preparado para volar, han ido allí y se han reventado contra las torres, o sea que tampoco estúpidos no son, ¿no? Y como no te dejaba comprender qué es lo que había detrás, incluso si no compartes los objetivos políticos del grupo, el hecho de que eso haya pasado y en la categoría terrorista y cómo se trata, ¿no? El tema de fanáticos, religiosos, no te dejaba comprender. Il y a une interview qui a eu très longtemps dans le film et que j'ai enlevé à un moment, et c'est peut-être un des seuls regrets que j'ai en termes de montage, que j'aimais beaucoup, qui était une interview du chef de la police antiterroriste allemande. Que hay un fragmento que ha quitado de la película y que igual es el único que le sabe mal, y que era una entrevista con el jefe de la policía antiterrorista. Donc quelqu'un qui était vraiment pas, qu'on ne pouvait pas suspecter d'être pro-gauchiste, et il disait qu'il y avait 2 solutions pour traiter le terrorisme, soit abattre les terroristes, et il disait que pour lui, il pensait que ça ne servait à rien parce qu'on pouvait tuer Bader et Meinhof, il y en aurait d'autres derrière, soit il disait qu'il fallait traiter le problème politiquement, que la police, elle peut éviter peut-être des attentats, elle peut peut-être arrêter les terroristes, mais qu'en tout cas, s'il n'y avait pas de réponse politique qui était faite, il y aurait toujours du terrorisme. Et son analyse du milieu des années 70, c'est toujours, en tout cas moi, la mienne. C'est-à-dire que si on ne traite pas le problème politiquement, il y aura toujours du terrorisme. Donc ça ne sert à rien il faut absolument penser ça, malgré la difficulté de ce que c'est, même si on ne comprend pas, il faut se forcer à réfléchir. Y en esa entrevista le parecía interesante porque precisamente era alguien que no podía ser acusado, digamos, de izquierdista ni
es el jefe de la policía antiterrorista, y que en esta entrevista decía que hay dos maneras de tratar la cuestión del terrorismo, ¿no? Una es cargarse a los terroristas, matarlos, pero que no tiene mucho sentido, porque después puedes matar a Andreas Baader o Enrique Meinhof y después habrá otros detrás que saldrán. Y la otra manera es tratar la cuestión políticamente. Y que pensar, incluso era algo que te permitía pensar en hoy en día también, ¿no? En que ir a matar a los terroristas no está sirviendo de nada, y que un tratamiento político, por mucho que haya una dificultad, es necesario, sería necesario. Mais c'est vrai que c'est très confortable en France avec les attentats qu'il y a eu récemment. C'est tellement confortable de ne pas se poser des questions en tant que spectateur de la télévision et de ce qui peut se passer, parce que le terrorisme avant tout est visuel, hein. On est là, on regarde ça, on est sidéré par l'horreur que ça représente. Mais pas un seul moment on considère que ça s'origine dans la structure même de la société française, dans son passé colonial, dans son racisme contemporain, dans sa ségrégation sociale, comment on parque les gens dans des HLM, il n'y a aucun espoir pour eux, juste sur les questions de couleur de la peau. Et tout ça, on ne veut pas le voir en fait, et c'est tellement facile de ne pas le voir, quoi. Mais tant qu'on ne se regardera pas en face, il n'y a rien à faire, ça continuera. Il n'y a aucune raison que ça ne continue pas. Por ejemplo, con lo que ha estado pasando en Francia, ¿no? Los atentados de los últimos años, ¿no? Que es como súper confortable no tener que no hacer la pregunta política de qué está pasando aquí y simplemente decir que están locos o son fanáticos. Y sin embargo, lo que está pasando en Francia tiene que ver con la estructura misma de lo que es Francia, ¿no? De cómo se ha hecho, del pasado colonial, del racismo presente, la cuestión del color de la piel, cómo se aparca la gente, ¿no? En los HLM, dicen, ¿no? Los bloques de viviendas sociales, semiguetos allí, sin muchas opciones para nada. Como, evidentemente, si toda esta cuestión no se trata, pues no hay ninguna razón para que paren los atentados, ¿no? Que es algo que es un problema específicamente francés, no es occidental. Ya, yo me preguntaba, hablando de aquí, he visto la película, ¿qué está pasando en Alemania porque no está solamente la res? ¿Están tan tranquilos? No, es que pasa en Alemania y ya tellement la tranquillité parce que on ne sait rien. On parle de France, on parle d'Angleterre, on parle des États-Unis, mais Allemagne, il semble que la population c'est très tranquille. C'est ça vrai? Elle manifeste quand même beaucoup contre l'immigration, il y a un retour de l'extrême droite assez violent qui retourne dans les parlements. Tout ça, non, c'est pas un pays si tranquille, l'Allemagne. Mais il nous arrive bien. Dans quel sens, si vous n'arrivez rien? Bon, la question c'est interdit à nous de connaître la situation. C'est des événements. Quelle situation? La situation qui passe en allemand maintenant. Je ne comprends pas, en fait. Què està passant a Alemanya ara, actualment? Perquè a la França en sabem bastant, però ja sembla que tothom estigui ben tranquil·let, que no passi res. Il semble que tout soit bien, que tu sois tranquille à l'Allemagne, que tu connais des choses qui se passent en France, qui semblent être parfaites. J'en pense rien, je pense que ça dépend de vos lectures, de ce que vous lisez, de ce qui vous intéresse. Spontanément, en France, si on parle de l'Allemagne, c'est que l'économie. Si on veut aller un peu plus loin que l'économie, c'est à nous d'aller chercher les informations, de s'intéresser. Ça, je ne peux pas vous dire. Je pense que même en Allemagne, on doit parler plus spontanément, j'imagine, de l'Allemagne que de l'Afrique du Sud ou du Zimbabwe. Enfin, la France est plus proche de vous, mais il n'y a aucune raison à ça. Ça dépend de vos intérêts à vous. Il se passe
plein de choses partout dans le monde. Après, je peux rien vous dire. Tu disais que le morceau qui t'a enlevé au fond des noms du film, le chef, il disait qu'il y avait deux façons. Le principe qu'il devait tuer les terroristes, c'était pas le mieux, ou alors. Bon, alors donc, je vais utiliser le micro. Tu disais qu'il y avait donc deux façons. Moi, ce que je demande ici, c'est comment est réellement terminé le problème de Biden. Parce qu'ils se sont suicidés. Il n'y a pas eu une résolution politique et ils n'ont pas tué, disons, de façon fictive, de façon réelle, les terroristes. C'est ça qui vraiment m'étonne. E solo su che là si è molto interessante, perché lei non ha detto la cosa seguente, dice sì, segons el que hi ha tret, la seva pel·lícula que era el CAP, no? L'antiterrorista, en el qual hi havia dues maneres de fer. Una, matar els terroristes, no era una bona solució. Dos, el programa polític. Fixeu-vos. Ni una cosa ni l'altra. Es suïcida, seguint el que tu deies, podria ser induït. Qu'est-ce que t'en penses? Comment est resté le problème à partir de 1974? Ah, bah, il est resté sous le tapis. Déjà, il y a eu. La police a quand même tué plus d'un membre de la RAF. Il y en a beaucoup quand même qui sont passés sous les balles des policiers ou qui sont morts en prison à cause des conditions de détention. C'est une histoire qui n'a pas été soldée, mais d'ailleurs qui s'est finie très très tard. Hein. Ça s'est fini à la fin des années 80, au début des années jusqu'après la chute du mur. La RAF sera durée très très longtemps. Elle continue d'être très active, par exemple. En Allemagne, il y a un nombre de débats dès qu'il y a un film qui sort, un bouquin qui sort. Avec les techniques aussi policières, on ressort d'un coup des événements parce qu'on a trouvé qui était coupable de tel endroit, etc. Ça fait toujours du débat. L'histoire, elle n'est pas soldée, en fait, en Allemagne, sur ce sujet-là de la RAF. C'est un peu enfoui sous le tapis, mais ça ressort très régulièrement. Il n'y a aucun travail de deuil qui a été fait. La seule chose, peut-être, un peu concrète qui a fait que, de la part de l'État, quelque chose a aussi bougé, c'est que le fait que toutes les lois liberticides des années 70, toutes ces lois antiterrorisme qui concernaient tout le monde, elles ont été détricotées par le retour de la droite en 81. C'est-à-dire que le moment de cristallisation vraiment terrible, qui était d'un point de vue législatif, en fait, a disparu. Et du coup, ça a aussi peut-être là, d'un coup, fait que quelque chose il n'y avait pas besoin de résolution violente, ça s'est fait un peu comme ça. Mais ça joue forcément, j'imagine, un moment sur même la perception a posteriori, puisque, ah ben non, l'État il n'est plus attaqué, puisque ça ne fait plus partie de son ADN. Mais c'est que des questions, j'ai aucun début de réponse. Le problème, c'est que tu n'as pas été travaillé auprès des groupes politiques. Non. Et ça, c'est une question pour dire donc qu'actuellement, on est exactement dans la même tessiture, et ici en Catalogne, on en parle de ça. Qu'il y a des problèmes, et politiquement, on les attaque. Et on ne les résout pas politiquement. Ça, c'est exactement le même problème que le Pays Basque. Et on continue comme ça. Et ça m'intéressait énormément ce que tu disais, donc, que ce morceau que tu as enlevé dans lequel cette personne, on pourrait donc qui est au commando antiterroriste, estava dient que realment, després del que ella ha dit, que la situació continua exactament igual. O sigui, no s'ataquen els problemes políticament, sinó de manera terrorista o de manera antiterrorista. I així anem. Siguin per coses molt importants, menys importants o polítiques. I aquí a l'estat espanyol és això, fixeu-vos-hi. S'ataca alguna cosa políticament en aquest estat? No. La respuesta que he dado ver es que en Alemania la RAF
bueno, se puso como debajo de la alfombra, ¿no? Sí. Durante un tiempo no se habló, y es una cosa que, bueno, la RAF ha seguido saliendo y de vez en cuando se sale, pero que en realidad nunca se le dio una solución, ¿no? Una solución política, ¿no? Se trató como un movimiento terrorista o antiterrorista, ¿no? Y él estaba argumentando de esta manera, ¿no? Creo que hay una última palabra y ya acabaremos. A mí me sorprende el aislamiento que tiene este grupo respecto al contexto internacional de la época, sobre todo por el Mayo francés, el operativismo italiano. Son procesos que se dan dentro del malestar contra el capitalismo, pero ellos es como que no dialogan con otras formas de afrontar este malestar. Es la impresión que me da, sobre todo porque al ver el documental. Oui, la RAF a très vite été un groupe très enfermé en Allemagne de l'Ouest, mais c'était aussi un peu politiquement leur idée de lutter à l'endroit où ils étaient. Donc eux, ils voulaient rester sur le territoire allemand, et je pense que pour des questions de plus de contraintes, ils n'ont pas eu le temps de lier des liens avec les autres mouvements de l'époque. Mais probablement parce qu'ils n'avaient pas les moyens logistiques de le faire, et il faudra attendre la fin des années du milieu ou la fin des années 70 pour que tous les groupes de lutte armée commencent à travailler ensemble. Au début des années 70, chacun est un peu dans son pays, et la RAF vraiment particulièrement. Les seuls liens qu'elle va avoir, c'est d'aller un peu s'entraîner au Liban, ou la RDA qui va servir de base arrière, mais sinon c'est vraiment, ils sont très très enfermés sur le territoire allemand, et je pense qu'il y a à la fois c'est une ligne politique, et c'est aussi des histoires de contingence qui font qu'ils n'avaient pas vraiment d'autre choix. La deuxième ou troisième génération de la RAF, elle va travailler avec l'extérieur, mais pas les fondateurs. Que la primera generación, o sea, la segunda o la tercera generación de la RAF sí que trabajaron ya con el exterior. La primera no. Por razones contingentes, logísticas, históricas también, querían luchar ahí donde estaban viviendo. Y sí que fue un grupo que estuvo como muy centrado en la Alemania del Oeste, la República Federal. Fueron a entrenar a Líbano, un poco tenían la RDA como base de retaguardia, un poco, que usaban, pero sí que se concentraron mucho sobre el territorio de la Alemania Federal. Y que digamos que el gran momento de más, como donde hubo más circulación entre los grupos internacionalmente fue en la segunda parte de los años 70, no tanto en la primera. Mais après, ils s'inscrivaient, eux, d'ailleurs, c'est la fraction Armée Rouge, donc c'est une petite partie d'une armée beaucoup plus globale. Ils se sentent membres d'un mouvement de révolution mondiale, à l'échelle mondiale. Ils en sont que la fraction allemande. Ils se pensent quand même militants d'un mouvement qui les dépasse. Pero ellos son la fracción del Ejército Rojo, de un Ejército Rojo que se piensa como mundial, digamos, ¿no? Como militantes a la fracción alemana de un Ejército Rojo que es mundial, ¿no? À part ça, par exemple, dans le texte de Ulrike Meinhof, elle fait par exemple, c'est dans les lettres de la prison, où elle fait référence aux opéraïstes italiens. En fait, elle fait référence aux analyses faites dans les fin des années 60 des opéraïstes italiens par rapport à le rôle de la social-démocratie, le rôle du gouvernement par rapport au capital, donc comme une partie intégrante du développement du capital. Intellectuellement, ils étaient proches de beaucoup de groupes, et je pense qu'en termes concrets, ils n'étaient pas en relation avec eux. Je pense que c'était Le comentaba que sí, que de todas maneras sí que, por ejemplo, en
una de las cartas de prisión, Ulrike Meinhof menciona los análisis de los operaístas italianos, el papel de la socialdemocracia como integrante dentro del proyecto de desarrollo del capital, el gobierno socialdemócrata de los obreros, del papel de la despolitización, etc. Pero él me comentaba que sí que intelectualmente tienen vínculos con muchos lugares, pero que concretamente sí que estuvieron como más centrados ahí. ¿Ya está? Bon, porque... Gracias a tothom. Gràcies a tots. Especial així també a Vicenç, que pour la traducció c'est pas facile, c'est pas évident. Merci beaucoup. Just una cosa, si us interessa tornar a veure aquesta pel·lícula, doncs es pot veure aquí als arxius Omni, es pot veure, no podrà estar online, però bueno, es pot consultar. Jo dic que la necessitat de l'arxiu. Doncs merci, gràcies a tots.